L'animal, il est furtif, il est rapide, tout d'un coup il peut baver, il peut se cabrer, il peut mordre, il peut griffer, il peut hurler. Et l'enfant, tout en mouvement, donc ce sont des photos qui sont tout en mouvement, ce sont des improvisations. Tout ça, ça nous crée un monde expérimental où il y a alliance, mais quelquefois conflit, il y a des alternances d'énergie. C'est un monde très vivant, le vivant est toujours très honoré dans mon travail. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Depuis plus de 20 ans, la photographe Tina Mérandon explore la relation entre l'animal et l'humain, les corps à corps, la place que l'animal domestiqué occupe au sein de différents milieux sociaux, différentes cultures. À Cergy-Pontoise, au Festival du Regard, fascinée par le monde de l'enfance dans ce qu'il revêt de chahuté, ambigu, furtif, elle expose Anima, une série qu'elle a produite en 2021 qui met en scène, dans des poses toujours improvisées, des enfants autour de l'âge de 11 ans, qui évoquent la manière dont ils peuvent se rapprocher de manière fusionnelle de leur animal préféré. Et, série par série, nous confronte en miroir à ce que nous disent les animaux de nos propres comportements face à la violence, au pouvoir, au libre arbitre, à la mort. Bonne écoute. Bonjour Tina Mérandon. Bonjour. Merci de m'accueillir à Montreuil pour nous parler de votre travail. Alors, vous exposez jusqu'au 29 décembre Anima, une série sur l'enfant et l'animal, dans le cadre du Festival du Regard à Cergy. C'est une de vos multiples explorations liées aux relations qu'entretiennent l'humain et l'animal, un sujet sur lequel vous travaillez depuis 20 ans. Alors, ces photographies, elles agissent un peu en miroir, elles font appel à nos émotions. D'où vous vient cette fascination pour ce couple humain et animal ? Est-ce qu'elle est d'ordre esthétique ou symbolique ? Alors, moi je m'intéresse beaucoup au corps à corps. Donc, il y a une part d'esthétique, bien sûr. Moi, je suis fascinée par le corps de l'animal, par sa puissance, quelquefois physique, son agilité, son adresse, son côté furtif, on reviendra là-dessus, mais aussi par le pelage, la peau, les textures, les couleurs, les plumes et du reste. Alors, dans ce que l'on peut voir à Cergy, ce sont des enfants que vous avez choisi de mettre en avant. Les adultes, ils apparaissent dans d'autres séries. Pour quelles raisons est-ce que vous avez fait ce choix d'accrochage ? Est-ce que c'était une concertation qui a été guidée par Sylvie Hugues et Mathilde Théraube, les directrices du festival, ou est-ce que c'était un vrai désir de votre part ? On a décidé de prendre Anima qui c'est vrai, qui parle beaucoup de l'enfant et de l'animal, et notamment des enfants qui ont autour de 11 ans. Et ça, c'est pas un choix délibéré, conscient de ma part, mais c'est vrai que cet âge est en charnière entre l'enfance et l'adolescence. C'est un âge où les enfants sont plus musclés, commencent à être beaucoup plus développés au niveau de la musculature, donc ils peuvent prendre, tenir, porter vraiment d'une manière autonome. Ils ont aussi, ils s'ouvrent vers l'avenir, hein, ils vont rentrer en 6e à peu près, hein, disons. Et donc ils s'ouvrent vers de nouvelles connaissances, des nouveaux univers. Voilà, ils sont, voilà, et c'est cet âge que j'ai choisi inconsciemment, qui correspond peut-être aussi à des choses de mon enfance. Alors, à l'occasion du vernissage, quelqu'un a lancé l'animal objet transitionnel, faisant référence au pédopsychiatre Donald Winnicott. Est-ce que ce psychiatre vous a inspiré dans votre travail ? Disons que c'est une référence. Voilà, l'objet transitionnel, c'est cet objet que l'enfant en bas âge va adopter, qui a souvent l'odeur du père ou de la mère, et qu'il va adopter comme sa première possession, qui sera aussi son confident, son doudou, voilà.
Et puisque l'on parle d'inspiration, quelles sont celles du côté de la photo ou des arts plastiques pour ce travail? Est-ce que vous avez des choses qui vous sont venues en tête? Comment s'est composé un petit peu tout ça? Alors pas du tout, j'ai aucune référence. Alors bien sûr, je connais des artistes qui ont travaillé sur l'animal, mais ce sont pas vraiment des références. Par contre, je parlerai de mon amie Flicka, de Marie O'Hara, que j'ai lu petite, et comme beaucoup d'enfants, j'étais totalement fascinée par ces trois livres. Hein. C'est Mon amie Flicka, le fils de Flicka et l'herbe verte du Wyoming. Et on retrouve tout à fait cette notion d'un enfant rejeté parce qu'il a des très mauvaises notes à l'école. Son père est un ancien militaire très dur, très rigide. Et il va s'épanouir en adoptant cette jument sauvage, son premier amour, comme il dit. Et il va arriver en surmontant de beaucoup d'obstacles. Comme voilà, on parle de rituel d'initiation. Il va rentrer dans la société des humains, des adultes, grâce à la performance qu'il va accomplir avec Flicka et le fils de Flicka. Donc c'est très intéressant. Très bien, non, mais évidemment, pas une référence très intellectuelle. C'est pas une référence très intellectuelle, mais ça veut dire aussi que ça faisait remonter quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet. D'ailleurs, on l'a pas précisé puisque j'ai dit que vous travaillez depuis une 20aine d'années sur le sujet humain-animal. Ça a commencé en fait autour de la thématique du cirque, je crois, si je me trompe pas. Disons que l'animal est rentré dans mon corpus très vite, déjà avec le cirque, après les courses hippiques, mais je travaille sur ce sujet quand même d'une manière un peu totale depuis 2014. Mais vous aviez déjà testé un petit peu ce rapport entre l'homme et l'animal auparavant. Alors donc, je le disais, ce sujet, il vous accompagne depuis plus de 20 ans. Vous avez exploré différents territoires, donc bien évidemment la France, mais aussi le Maroc, l'Inde tout récemment. Je crois que vous revenez d'un voyage en Inde, et bientôt le Vietnam. Comment ces contextes culturels singuliers influencent-ils votre perception, votre approche lorsque vous réalisez vos photos ? Alors bien sûr, je suis influencée par les différences socioculturelles, les rites religieux de chaque pays. Mais je dirais que bizarrement, ça ne change pas vraiment la vision que j'ai des choses. En fait, c'est le hasard qui fait les choses. C'est mon guide, par exemple en Inde, mon guide me dit on va aller là aujourd'hui, j'ai trouvé telle relation qui a tel animal. J'ai des voisins qui sont d'accord à 6 heures du matin avant de partir au travail pour faire des photos. Voilà, ça se passe un peu comme ça en fait. C'est une suite de hasards. Alors, pour revenir à l'accrochage de Sergi, on pourrait voir vos images comme le symbole d'une harmonie parfaite, d'une fusion dans ce couple que composent l'enfant et l'animal. Mais vous insistez sur le fait que ces animaux, ils bavent, ils défèquent, qu'ils ont leur propre autonomie comportementale. Si on y regarde de plus près, elle joue beaucoup sur l'ambiguïté, cette série. Tout à fait. C'est vraiment un monde chahuté. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait l'âge d'or, oui, mais c'est un monde chahuté. C'est-à-dire que l'animal, il est furtif, il est rapide. Tout d'un coup, il peut baver, il peut se cabrer, il peut mordre, il peut griffer, il peut hurler. Et voilà. Et l'enfant, tout en mouvement. Donc, ce sont des photos qui sont tout en mouvement, ce sont des improvisations. Et tout ça, ça nous crée un monde expérimental où il y a alliance, mais quelquefois conflit, il y a des alternances d'énergie. Voilà, c'est un monde très vivant. Le vivant est toujours très honoré dans mon travail. Et quel rapport entretiennent-ils, ces enfants, avec ces animaux ? C'est des animaux de leur quotidien, malgré tout. Alors, comme c'est souvent, je demande des corps à corps. On peut pas faire des corps à corps avec des animaux sauvages. Enfin, moi, j'ai pas encore vécu ça. Donc, c'est des animaux qui sont apprivoisés et domestiqués par l'homme. Ce sont souvent des animaux proches, qui connaissent bien. D'ailleurs, c'est cette relation assez complice qu'on va pas retrouver autrement. Hein, cette iguane qui se colle contre l'Indien avec qui il a toujours vécu en Inde du Sud.
il va pas le faire avec une autre personne. Et c'est cette complicité, ce jeu des regards, des corps qui est intéressant dans ce travail. Alors, je parlais d'ambiguïté à l'instant. Pour aller un peu plus loin, j'ai l'impression que vous dévoilez quelque part votre jeu, parce qu'il y a une série de 6 photos que l'on voit à Cergy, où l'on voit des chiens d'attaque qui sont prêts à sauter sur l'objectif. On retrouve ici, cette fois, un autre versant de l'animal, qui n'est plus une peluche, un jouet, un confident, mais qui présente toute sa sauvagerie, toute sa nature, et qui peut d'ailleurs même devenir une arme. On a l'impression de se retrouver presque à la porte des enfers devant Cerbère, devant ces 6 images. Dans quel contexte vous avez réalisé ces photos ? Alors, c'est un travail complètement personnel. J'avais envie de travailler sur cette violence que je sentais autour de moi. Et j'ai voulu faire des combats de chiens. Je suis partie au Mexique, ça n'a pas marché. Et petit à petit, en un an, l'aspect formal s'est construit petit à petit. Et donc, effectivement, moi, l'idée, c'est que vous marchez la nuit sur un petit chemin et tout d'un coup surgit un monstre et vous êtes seul, désarmé. Voilà, c'est nos cauchemars collectifs, nos cauchemars personnels qui sont en jeu. Et il y a un peu d'anthropomorphisme. Le chien est magnifique, mais c'est un mammifère. Il ressemble pour moi à l'homme et ses colères, ses rages me font penser beaucoup à ce que peuvent vivre des individus. Le meilleur ami et à la fois le meilleur ennemi de l'homme, peut-être, dans ces images, en tout cas. En fait, là, le chien, je vois pas comme l'ennemi de l'homme. Je vois comme juste représentant une colère. Voilà, et à chaque fois, une colère différente, une rage différente. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs chiens, en fait, sur ces images. C'est pas un seul et même chien. C'est un travail qui a dû, je l'imagine, prendre un petit peu de temps. Complètement. J'ai fait 2 ans, puis j'ai arrêté. C'était assez violent, quand même. D'être avec tous ces dresseurs, des gens un peu particuliers, dans des endroits un peu fermés, des dresseurs en Île-de-France, en Normandie. Et après, j'ai repris, 2 ans après, j'ai repris le travail. Comment est-ce que vous faites pour nouer le contact avec ces gens, avec ces dresseurs de chiens, par exemple, ou pour d'autres séries ? Alors, je pense à quelque chose qu'on a évoqué avant l'entretien, une série qui n'a pas vraiment vu le jour, qui n'a pas été publiée, en tout cas sur la chasse à courre. Comment est-ce que vous arrivez à gagner leur confiance ? Comment est-ce que vous arrivez à prendre tout simplement contact avec eux ? Comment ça se passe ? Alors, c'est toujours un long travail d'enquête. Avec les dresseurs de chiens, ça a été assez facile. Ils me disent oui ou non. On fait des échanges de photos, des échanges d'images plus classiques de leurs chiens. Ils acceptent cette vision, cette prise de vue. Pour la chasse à courre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un monde très fermé et il faut être parrainé. Donc vous aviez trouvé un parrain ou une marraine ? Oui, j'ai trouvé une marraine. C'est un équipage qui était à Villers-Cotterêts, qui est toujours à Villers-Cotterêts, et qui fait la chasse aux cerfs. Mais c'est un monde vraiment très clos et assez paranoïaque. Quand il s'agit de photographier en fait un équipage dans un contexte bien particulier, là pour le coup c'est peut-être plus compliqué aussi d'obtenir les autorisations tout simplement. Tout à fait. J'ai aucune autorisation d'ailleurs concernant la chasse à courre. C'est peut-être aussi pour ça que ce travail n'a pas vu le jour, entre autres. Non, il n'a pas vu le jour parce qu'il n'était pas assez abouti. J'ai considéré qu'il n'était pas montrable. Est-ce qu'il y a d'autres séries sur lesquelles vous avez investi beaucoup de temps comme ça et qu'on n'a pas eu la chance de voir ? Oui, j'ai travaillé sur le violoncelle. Par exemple, je suis une fan du violoncelle, sans en jouer. Et j'ai donc poursuivi les interprètes, les compositeurs de musique contemporaine qui travaillent avec le violoncelle, qui écrivent pour le violoncelle. Et j'ai passé du temps au Conservatoire supérieur de Paris, musique. Et j'ai jamais montré ce travail non plus. Par contre, j'ai établi une collaboration avec Vincent Courtois, qui est un violoncelliste free jazz, compositeur, avec qui on a travaillé ensemble. Alors je reviens à nos chiens. Toujours à propos de ces chiens, j'ai relevé dans une interview que vous donniez à Éric Carcenti pour Fisheye en 2017 une phrase assez éloquente.
Violence et barbarie, radicalisation fasciste, je ressentais depuis plusieurs années une ambiance très proche de l'entre-deux-guerres en Europe, autour de 1930, une violence sourde ou déclarée, une situation explosive, mes chiens expriment ce sentiment. Alors, à quelques années de distance, cette réflexion, elle est sans doute plus vraie que jamais quand on voit le contexte géopolitique que l'on vit actuellement. Selon vous, jusqu'où l'animal nous révèle-t-il à nous-mêmes? Je ne sais pas s'il nous révèle à nous-mêmes. En tout cas, oui. Alors, on pourrait parler de la nature, de la sauvagerie, peut-être. Mais en tout cas, nous projetons sur l'animal beaucoup de nos émotions et de nos sentiments. Donc, il y a une forme d'anthropomorphisme qui se joue ici. Complètement. Mais d'ailleurs, dans ce rapport à l'animal que vous observez depuis de nombreuses années, vous avez travaillé à la fois dans le milieu du cirque, à vos débuts, vous avez travaillé plus tard, vous nous l'avez dit, également sur des sujets plus épineux, comme la chasse à courre. Comment voyez-vous cette relation entre l'homme et l'animal d'un point de vue humain, empathique? Est-ce qu'il existe des initiatives qui permettent de le préserver? Il y a une loi en 2015 qui est passée, qui fait de l'animal un être sensible, qui peut souffrir, qui peut aimer. Et c'est une énorme avancée pour nous, parce que ça peut protéger l'animal et faire progresser le bien-être animal. Et je voudrais aussi parler de Jocelyne Porcher, qui a écrit Vivre avec les animaux, une utopie du XXIe siècle. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. Et qui nous parle aussi d'une autre piste intéressante. Est-ce qu'on doit toujours vivre avec les animaux? Est-ce qu'on doit les manger toujours? Et ça, c'est un sujet passionnant. Oui, parce qu'on a un rapport un peu ambigu avec l'animal, puisque alors on a nos animaux familiers, ceux qui habitent la maison, le chien, le chat, le hamster, qu'évidemment on ne mangera pas, mais par ailleurs, les animaux sont autour de nous pour que on puisse profiter de leur force de travail et qu'on puisse aussi les consommer. Voilà, et on en arrive à l'élevage intensif et d'autres choses qu'il faut changer, absolument. Une idée peut-être de piste que vous explorerez un jour par la suite? Que j'explore un peu dans Éden, dans le Lot, donc avec des néo-ruraux. Mais ce n'est jamais du reportage. Je ne travaille pas en reportage. C'est surtout des visions un peu zoopoétiques. Très bien. C'est un sujet que vous avez présenté en exposition ou qui est paru dans la presse? Non, qui a été fait, mais qui n'est pas encore diffusé. D'accord. Alors, vos différentes séries sur l'homme, l'enfant et l'animal, elles soulèvent la question du langage, des rapports de force, de domination. Elles m'ont entraîné vers d'autres images, celles du quartier de la Défense, que vous avez réalisé, je pense, à la fin des années 90, au début des années 2000, et peut-être plus encore vers vos portraits d'hommes et de femmes politiques, que pour le coup, vous réalisiez dans le cadre de commandes, je l'imagine, notamment peut-être pour Le Monde. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ces images? Alors, c'est amusant que vous parliez de langage, parce que Vincent Lecomte, avec qui j'ai travaillé, qui est docteur en esthétique, parlait beaucoup de l'infance, c'est-à-dire l'enfant en bas âge qui ne parle pas. Et justement, l'animal ne parle pas notre langue. Donc, c'est ce duo, ce face-à-face aussi entre deux êtres qui ne parlent pas notre langue, qui est très intéressant. Et bizarrement, dans Syndrome, c'est des hommes d'affaires dans des univers très minéral et qui sont faits pour eux, mais dans lesquels ils se sentent pas très à l'aise. Il y a un très grand silence dans Syndrome. Il y a ce silence comme ça, tout à fait étonnant. Et dans Vertigo, donc c'est les hommes et les femmes politiques. Là, il y a la notion du pouvoir, qui est une notion bien fascinante aussi, où justement le langage est très utilisé. Une violence faite sur soi-même et sur les autres. Et il y avait une très belle préface de Raphaël Baquet pour Vertigo qui parle du mur
je pense à la meute qui poursuit le cerf, hein, et Raphaël Baquet a fait cette très belle préface et écrit « Ce mur de caméras, d'appareils et désormais de smartphones qui les filment et les photographient ». Voilà. Ce mur de lumière, ce mur d'écran qui se trouve face à eux, et on peut imaginer, comme vous le dites, que ça génère une oppression auprès des hommes et femmes politiques qui se trouvent sur la scène. Mais d'ailleurs, on n'est pas si loin quand vous parlez de Vertigo et de ces hommes et femmes politiques, puisque bien souvent on parle d'animal politique, et on parle plus encore peut-être de bête de scène. C'est-à-dire qu'il y a cette forme d'animalité quand on juge de la performance de l'un ou de l'autre. Il y a peut-être ce rang d'objet auquel ils sont renvoyés, ce rang qui n'est plus un rang humain, mais qui est un rang qui tient plus de la sauvagerie, de l'instinct. Absolument. Alors dans vos thèmes, on retrouve le jeu, le corps, le pouvoir, l'animal bien sûr, mais il me semble qu'il y a une sous-thématique qui s'exprime en fil rouge, c'est celle de la liberté, du libre arbitre, et finalement de la sempiternelle question entre nature et culture. C'est ce qu'on vient d'évoquer tout de suite avec Vertigo et vos autres séries sur les animaux. Est-ce que ça vous semble juste ? Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez pensé quand vous avez réalisé vos différentes séries ? Oui, en fait, ce rapport comme ça, ce corps à corps, qui est toujours ces confrontations, je dirais, que je creuse de série en série. Il y a toujours cette notion de libre arbitre, justement. On le retrouve entre les fauconniers et les rapaces. Cette notion de la captivité, du dressage, et comment gérer tout ça. Voilà, c'est très intéressant. Et la liberté également, elle se retrouve dans d'autres séries dont on n'a pas pu parler, mais qu'on peut retrouver sur votre site. Je pense aux boxeurs, ou je pense aux couples, où ces corps se meuvent. C'est aussi une liberté dans la gestuelle, non, peut-être ? Tout à fait. Qui est liée aux improvisations, aux performances. C'est toujours comme ça que je procède. Alors, justement, avant qu'on se quitte, bien évidemment, ça nous donne envie de savoir comment vous réalisez ces images, quels sont vos secrets de fabrication. Est-ce que déjà ça se passe de la même façon globalement pour toutes les images que vous réalisez ? Est-ce qu'elles sont prises sur le vif ? Ou est-ce que ça demande beaucoup de préparation pour arriver à ce résultat ? Parce que vous avez aussi un travail qui est très inspiré, me semble-t-il, par la peinture. Vous donnez beaucoup d'importance à la couleur. On sait qu'un portrait, puisque vous faites aussi beaucoup de portraits, ça nécessite, pour un peintre, un temps infini pour retrouver la lumière sur son modèle, pour retrouver la chromie, pour que la personne prenne la pose. Mais dans votre cas, bien évidemment, j'imagine que le temps qui vous est imparti est beaucoup plus court. Oui, alors en amont, on prépare avec les modèles, on discute pas mal, mais le temps de la prise de vue, c'est le temps de l'improvisation. Et Ariane Mouchkine disait, voilà, c'est un carré où tout se situe, et à l'intérieur de ce carré, on fait ce qu'on veut. Voilà, il y a des règles comme ça, un petit peu qui contournent, et dedans, on fait ce qu'on veut. Et donc, les prises de vue sont plutôt rapides. En fait, c'est des espèces de gestuels, de pulsions qui montent, et puis hop, après ça descend. Et je préfère refaire une prise de vue que passer trop de temps, que ça soit trop long. Il faut pas que ça soit laborieux. Il faut qu'il y ait une espèce de montée comme ça, forte. De spontanéité. De spontanéité. Donc, quand vous parlez d'Ariane Mouchkine et de son carré, vous définissez vous aussi votre carré, votre petit endroit dans lequel va se faire la prise de vue. Exactement, mais pas seulement au niveau géographique. L'une des petites règles, c'est que ça soit des corps à corps. C'est-à-dire qu'il faut que j'aime bien quand les gens sont assez proches des animaux et réciproquement. Et lorsque vous travaillez avec des enfants, est-ce que vous les dirigez de la même façon ? Oui, tout à fait, c'est la même chose. Les enfants, ils ont leur propre intelligence avec les animaux et ils le font spontanément. Alors Tina, j'ai devant les yeux une des photos qui était présentée à Cergy. Donc c'est une petite fille avec une poule. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Ça se passe près de Château-Thierry. Il y avait eu des très grandes inondations. J'arrive chez les gens, la famille, et il y avait de la boue partout. La petite fille était vraiment, j'aimais beaucoup cette petite fille, était très terrienne. Elle s'est mis les pieds dans la boue. J'ai installé un fond, tout ça très très vite, pour comme ça ne pas perdre le fil, ne pas perdre l'intensité du moment, exactement. Donc un fond derrière, on a décontextualisé comme souvent dans mes photos, et la petite fille, elle a mis une robe, j'ai fait changer de robe, elle a mis une robe qui convenait parfaitement, une espèce de robe un peu féerique mais pas trop cucu, pas du tout cucu, et elle était pieds nus dans la boue, elle a pris la poule Noirette qui est sa poule préférée, qui est décédée d'ailleurs très vite. C'est ça qui est intéressant aussi, les enfants sont face à la mort, voilà, ce qui est très difficile dans notre société. Et ils le vivent, ça c'est important. Et elle s'est cachée la tête sous la poule. Et voilà, j'aimais bien ce côté un peu sauvageon de cette petite fille. Et après, j'ai mis un petit coup de jet de couleur sur la robe. Après. Et là, ce côté fusionnel, il est vraiment très présent parce qu'on a l'impression que c'est presque une petite fille à tête de poule puisque la poule cache son visage. La poule cache son visage. La poule a un très très beau plumage, un peu argenté, gris. Elle a un regard intelligent, on dirait qu'elle domine la situation. Et les cheveux de la petite fille se mélangent un peu à la texture des plumes. Et les griffes de la poule ont un côté un peu... Préhistorique, voilà. Elles sont tout à fait étonnantes. Très bien, merci beaucoup Tina Mérandon. Il reste quelques jours pour voir cette série sur l'enfant et l'animal, Anima à Cergy, dans le cadre du Festival du Regard. Mais on peut aussi retrouver cette série et bien d'autres sur votre site www.tinamerandon.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Vous pouvez donc voir le travail de Tina Mérandon à Cergy jusqu'au 29 décembre. Et après une petite pause, le Festival du Regard rouvre ses portes du 14 janvier au 2 mars avec de nouveaux artistes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des messages et des étoiles sur vos plateformes préférées.